Donc c'est un peu comme un sportif, je pense, qui s'aligne sur la ligne de départ pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. Je pense que physiquement, ça va très bien se passer. Et par contre, mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre, mais on ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être difficile et quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Quand on a déjà couru un marathon, on sait que ça va faire mal. Là, c'est exactement la même chose. On égrène un peu dans sa tête le compte à rebours. On a une pensée pour ses proches, pour sa famille. C'est quand même un moment un peu intense. Et puis très vite, on se tourne en fait vers la technique. C'est pas très poétique. C'est vrai que j'ai envie de rêver, mais vraiment, on a une tâche à réaliser. Mais moyennant tout ça, ouais, je vais faire de mon mieux. Il faut faire un peu d'histoire pour comprendre la situation dans laquelle se trouve le programme spatial français et européen. À l'origine, il y a deux grandes puissances spatiales qui sont les États-Unis et l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie. Au milieu de ça, la France, à partir des années 60, dans le cadre de sa politique de dissuasion nucléaire, a développé également un programme spatial qui est devenu, au fil des ans, un programme spatial européen. Contrairement à ce qui se passait aux États-Unis et en Union soviétique, il n'y avait pas un marché intérieur, un marché institutionnel, comme on dit, c'est-à-dire de lancer des satellites pour la puissance publique, pour le gouvernement, pour les armées, souvent, suffisant en France et en Europe. Donc l'Europe a développé, la première, un modèle commercial avec Ariane, c'est-à-dire a dit, je vais proposer de mettre dans l'espace, en orbite, des satellites de manière comme une entreprise privée. Je vais proposer ça au monde entier. Elle a développé donc un programme commercial d'accès à l'espace. Nous avons aujourd'hui deux puissances qui s'affirment dans tous les domaines et notamment dans la concurrence spatiale avec des logiques de puissance, des logiques étatiques qui sont les États-Unis et la Chine, et l'Europe se retrouve une nouvelle fois au milieu. Les pays qui se rendent compte des enjeux stratégiques du spatial qui sont en train de grandir investissent de plus en plus. Et là, on a bien sûr la question de savoir comment rester dans ce peloton de tête. On est aujourd'hui il ne faut pas avoir honte de le dire, vraiment dans le peloton de tête, voire la tête de ce qui se fait dans le spatial au niveau mondial. Mais il y a des dynamiques fortes dans beaucoup de pays. Et un des enjeux, c'est de rester dans ce peloton de tête. Les atouts aujourd'hui, au moment où on se parle, ils sont énormes. La France est chronologiquement la troisième puissance spatiale dans le monde. C'est le troisième pays qui a acquis la capacité de construire et de lancer un satellite et de le faire fonctionner dans l'espace. Et donc très tôt, on a eu une politique spatiale ambitieuse au niveau de la France. Et donc on a développé des capacités spatiales qui sont aujourd'hui inégalées en Europe et qui sont parmi les premières au niveau mondial. Et à plusieurs niveaux, notre système de formation, nos écoles d'ingénieurs dans le domaine spatial sont reconnues mondialement. Nos laboratoires de recherche, que ce soit des recherches en sciences fondamentales, d'observation de l'univers ou d'observation de la Terre, on a là aussi des chercheurs qui sont reconnus au niveau mondial. Nos industriels, les industriels majeurs français ont quand même récupéré 70% du marché ouvert des satellites de télécommunications l'année dernière. C'est énorme, hein. Ils sont les premiers industriels mondiaux dans le domaine, sans oublier les plus petites entreprises. On parle souvent des deux primes en France, Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, mais il faut savoir que avec ces deux primes, il y a tout un écosystème de PME, d'entreprises de taille intermédiaire et de plus en plus de startups qui se lancent dans le spatial en France et qui sont de très bon niveau. C'est sans doute une erreur stratégique parce que on le voit bien avec la figure de Thomas Pesquet, qui est une vraie vedette. Ce qui fascine les gens, ce qui motive les gens, ce qui permet le grand public. Mais donc, à partir du moment où le grand public adhère, les politiques peuvent y aller de manière beaucoup plus volontaire et moins technocratique,
c'est la présence des hommes dans l'espace. Thomas Pesquet va remonter dans l'espace. La première fois, il est monté à bord d'un Soyouz russe. Là, il va monter grâce à SpaceX, donc américain et privé. Les Européens sont incapables de le faire. Et donc, on touche là du doigt ce qu'il manque, c'est-à-dire cette part de rêve, cette part d'imaginaire qui correspond à des attentes assez profondes dans les opinions publiques. La dernière fois où il y a eu un engouement considérable des Français pour la question spatiale avant Thomas Pesquet, c'est lorsque les Français avaient réussi à poser une sonde sur cette comète avec Rosetta. On se souvient des images incroyables que ça donne. Donc il y a forcément dans la conquête de l'espace, dans la maîtrise de l'espace, au-delà des questions techniques, au-delà des questions de communication, de géolocalisation, d'observation depuis l'espace, qui sont des choses extrêmement importantes, mais qui restent des choses compliquées et qui ne font pas rêver, il y a ce rêve de la conquête. On envoie des hommes ou parfois des robots, comme sur la planète Mars. Et sans ça, il manque quelque chose. Les Européens n'ont pas compris cette dimension de la frontière, en quelque sorte, qui reste à conquérir. Et c'est pour ça, peut-être, que la pure logique commerciale, comme l'a été Ariane, et technocratique ou technologique ne suffisent pas et pour motiver, pour construire un projet au fond politique de conquête de l'espace que aujourd'hui le Français Thomas Pesquet incarne, mais il l'incarne grâce à des lanceurs d'abord russes et aujourd'hui américains. Nous, notre philo, c'est quand même de positionner l'exploration humaine, donc le vol habité, aujourd'hui en orbite basse, sur la Station spatiale internationale, demain sur la Lune, après-demain sur Mars, de placer ces enjeux dans une logique de coopération internationale. Une grosse réussite de la Station spatiale internationale, c'est d'avoir fait travailler ensemble sur un grand projet mondial des Russes, des Américains, des Européens, des Japonais, des Canadiens, enfin tout un tas de pays qui, il y a encore peu de temps, ne travaillaient pas ensemble. Les Chinois sont encore exclus de l'ISS en tout cas. Notre objectif, c'est que demain, il y ait des grands projets mondiaux d'exploration et que ce soit vraiment un outil de forte coopération internationale. Donc les Français feront partie de cette coopération, nous on le souhaite, on en a bien évidemment les capacités, à la fois scientifiques et technologiques. Voilà, donc un homme français sur Mars ou une femme française sur Mars, un jour ça sera une réalité. La question c'est la vitesse à laquelle on va avancer dans cette direction.